La mer, en opération, le porte-avions moderne est certainement l'un des plus formidables systèmes d'armes jamais conçus par l'homme. Durant les 30 dernières années, il a sans aucun doute changé le cours de l'histoire. Son pont, plat et dégagé où les avions attendent, prêts à décoller, donne une image de puissance. Bien que cette force soit bien réelle, un porte-avions en mer est extrêmement vulnérable. Sa puissance de feu nécessitant l'emploi de carburants élaborés et d'armes lourdes, il est obligé de transporter le potentiel de sa propre destruction. Ce danger l'entoure, omniprésent, aussi bien au-dessus que sous les ponts, à l'affût d'un ratage, une erreur ou un accident aux conséquences tragiques. Le samedi 29 juillet 1967, l'USS Forrestal était en opération réelle au large des côtes vietnamiennes, en sécurité, hors de portée du tout feu ennemi. Les hommes travaillant sur le pont n'avaient pas le temps de s'ennuyer. Depuis la mise en l'air des strikes de combat le 24 juillet, le Forrestal a effectué 700 mouvements en 4 jours seulement. Ce 29 juillet, il s'apprêtait pour son 5e jour. À la lumière des événements qui arrivèrent sur le pont cet après-midi-là, on s'est bien évidemment interrogé sur le manque de procédures de sécurité. On effectuait le plein de carburant alors que certaines armes étaient en train d'être amorcées ou étaient inspectées pour une dernière fois. Des hommes d'équipage fixaient des bombes à leur place sans l'aide du treuil prévu pour faire ce travail. À l'attitude détendue ou même désinvolte des hommes qui n'étaient pas à leur poste s'ajoutait le fait que bien plus d'un était sans uniforme ou sans équipement de protection de quelque sorte. Quelle fut l'importance de ces facteurs? Étaient-ils les éléments d'un schéma général qui ne pouvait finir qu'en tragédie, ou n'avaient-ils aucune importance? Il est possible que personne ne sache jamais l'histoire complète, même avec le témoignage écrit des acteurs de ce drame. Le temps a sa manière de jeter un voile et d'obscurcir les faits importants. Dans le cas du Forrestal, cependant, il y a une autre mémoire, une mémoire visuelle, un film enregistré par les opérateurs de la Navy à l'aide de la télévision ou des caméras disposées sur le pont. En effet, pendant les opérations de catapultage et d'appontage, il est fréquent pour un porte-avions d'utiliser plusieurs caméras de pont pour enregistrer les décollages et les atterrissages. Ces témoins électroniques sont placés à différents endroits du navire, y compris le poste de commandement, la passerelle et le centre de transmission. Ils sont enregistrés simultanément sur bande magnétique pour être visionnés plus tard. Revenons à ce 29 juillet 1967, il est 13h51. Là, sur le pont, une enquête folle a été tirée on ne sait comment. Elle rugit à travers le pont d'envol et foudroie un A4 Skyhawk. L'épreuve du feu. Un porte-avions lutte pour survivre. Un rideau de flammes jaillissant du réservoir éclaté du A4 Skyhawk a enveloppé l'avion et ses voisins immédiats. Derrière l'épaisse fumée, 2 bombes de 500 kg étaient déjà tombées de ses ailes sur le pont au feu. Nous pouvons voir, à peu près au milieu de l'écran, un chef d'équipe de sécurité allant vers les flammes avec un instincteur à eau diffusée. Sa seule préoccupation, les pilotes prisonniers dans ces avions. Alarme incendie! Alarme incendie! Feu sur le pont d'envol! Chacun à son poste de sécurité! Alarme incendie! Afin de maîtriser le feu, le commandant ordonne de ralentir le Forrestal. Sur le pont d'envol, un temps précieux s'écoule et les choses commencent à mal tourner. Le feu a complètement recouvert les bouches incendies arrière, rendant inaccessibles les prises d'eau. De plus, l'avant-dernière pompe a des ennuis techniques. La seule alternative est de tirer les tuyaux de la station incendie avant vers l'arrière. Mais cela prend du temps, et du temps précieux. 15h52 43 secondes. Les 2 équipes principales sont maintenant sur le pont, attaquant à même les flammes. Mais, à ce moment-là, une seule lance fonctionne. La première explosion apporte un message. Le Forrestal est en grand danger. Un très grand danger. First explosion carries a message. The Forrestal is in deep trouble. La chaîne de sauvetage a commencé. Ceux qui ont survécu à l'explosion font demi-tour et retournent dans le brasier. Leurs camarades sont là et le chef d'équipe est mort.
cauchemar ultime. On ne peut s'enfuir. Il n'y a pas d'endroit où aller. C'est un combat pour la survie. Votre instinct doit être sûr. Vous devez porter votre courage comme un insigne épinglé sur votre torse. Après la troisième explosion, les deux premières équipes de sécurité étaient quasiment anéanties. Le feu était maintenant entièrement hors contrôle. Un grand navire était sur le point de mourir. Pour le sauver, d'autres hommes allaient devoir revenir, la plupart d'entre eux sans l'entraînement nécessaire pour combattre un incendie. Dessous, le fuel se déversait dans les compartiments par les trous qu'avaient fait les bombes de 500 kg en explosant sur le pont d'envol. Le feu suivait le carburant qui coulait rapidement dans les ponts inférieurs, 03, 02, 01 et dans le hangar 03. En haut, il ne restait qu'à attendre que les explosions s'arrêtent d'une façon ou d'une autre. En attendant, aucune équipe de sécurité ne pouvait survivre sur le pont. Pendant les 5 premières minutes de l'incendie, il y eut 9 explosions importantes sur le pont d'envol. Au moment où les premiers blessés étaient mis à l'abri, une autre équipe s'était déjà formée. Ils savaient que ce dont ils avaient le plus besoin sur le pont était des lances à mousse. Pour des raisons inconnues, plus d'un des postes de lance à mousse n'avait pas été approvisionné au départ. Certains membres des équipes de sécurité ne savaient même pas qu'il était nécessaire de faire quelques manœuvres sur le pont d'envol et dans les hangars pour faire fonctionner le système. Ils furent malheureusement blessés ou tués avant de s'en apercevoir. Sur le pont, le premier geste de la nouvelle équipe fut de jeter un tapis de mousse entre les flammes et l'îlot du Forrestal. Une fois cette zone tampon établie, les avions endommagés purent être mis à l'abri. La plupart des avions armés se trouvaient, le feu continuait sans pouvoir être contenu. Prisonniers dans de petits espaces, entre un enfer d'explosions continuelles et le bord du pont, plusieurs hommes n'eurent pas le choix. Ils sautèrent par-dessus bord ou furent projetés à la mer. Heureusement pour ceux qui survécurent, des hélicoptères de secours du porte-avions Oriskany et deux destroyers arrivèrent aussi vite que possible. Ils se glissèrent dans le sillage du Forrestal pour les repêcher. Là, en bas, dans le coin gauche de l'image, voici des preuves des efforts victorieux de ces équipes. Remarquez qu'un rideau était correctement placé au-dessus des têtes des sauveteurs pour les protéger pendant les opérations. Les communications sur le pont et avec le commandement ont été les premières destructions du Forrestal. Damage control and repair party personnel were often unidentified for long periods of time. Il fut longtemps difficile d'identifier le personnel de la brigade de sécurité et des GSS. En conséquence, quand des gens moins expérimentés ont prêté la main, et malgré leurs bonnes intentions, ils firent de nombreuses erreurs. À un endroit, près de l'îlot, deux équipes de lance à mousse travaillaient en tandem avec deux équipes de lance à eau. Le résultat final fut que l'eau balaya la mousse et le feu put continuer son œuvre dévastatrice. Mais, quelles que soient les fautes, quelles que soient les erreurs, on ne peut leur reprocher leur manque de courage. Avant la fin, 134 d'entre eux paieront de leur vie ou seront portés disparus. En raison de la soudaineté et de la violence de l'incendie, l'infirmerie se remplit rapidement de blessés. Trop rapidement en fait. Si bien qu'il fallut mettre en place un poste de secours sur le château avant. Moins d'une heure après le début de l'incendie, un message arriva de Da Nang signalant que le navire hôpital Repos était en route et serait là le matin suivant. Pendant ce temps, les deux destroyers qui se trouvaient dans le voisinage immédiat du Forrestal vinrent à tour de rôle apporter ce qu'ils pouvaient et repêcher les membres des équipes de lutte anti-incendie qui étaient passés par-dessus bord. 4 minutes après que le feu a commencé, les portes de compartimentage entre les hangars 1, 2 et 3 ont été fermées, isolant efficacement chaque partie et empêchant que le feu ne se répande.
Dans le hangar 3, le système d'arrosage en pluie et le travail efficace à la lance à mousse confina le feu aux installations techniques et à l'extrémité du hangar lui-même. Ici, comme partout à bord, tous les hommes des flottilles et les PEH, qui n'avaient pas une fonction définie en ce qui concerne la lutte anti-incendie, se mirent au travail et apportèrent leur aide. Dans les zones des hangars qui n'étaient pas encore touchées par le feu, l'équipe de service et tout le personnel disponible s'acharnèrent à monter les avions sur le pont et à les amener à l'avant. Dans l'un des sponsons, ceux qui luttaient contre le feu avaient décidé d'en prendre leur parti. Il n'y avait que deux issues, à travers le feu ou par-dessus bord. Ils choisirent le feu. Ils ne pouvaient savoir que les frontières de l'incendie avaient déjà bien été délimitées. Si tout le monde jouait bien sa carte, le feu ne s'étendrait pas davantage. Les flammes pouvaient être maintenues progressivement vers l'arrière, compartiment par compartiment, jusqu'à ce que le feu soit éteint. Sur le pont, le premier signe de victoire était la présence de fumée blanche. Les équipes de lance à mouille travaillaient efficacement. Mais ici et là, plusieurs erreurs flagrantes ont été commises. Plusieurs équipes avaient des hommes sans chemise ou sans vêtements de protection d'aucune sorte. L'explosion d'un réservoir à proximité, si petit qu'il eût pu être, les aurait carbonisés. A fuel tank explosion close up, no matter how small, would have burned most of them to a crisp. De plus, ce qui est assez incroyable, les équipes de lance à eau travaillaient avec acharnement à enlever la couverture protectrice de mousse que les équipes de lance à mousse avaient pulvérisée. Ici et là, on pouvait voir de la fumée noire, de nouveau, s'élever dans le ciel. D'après ce qu'a dit un observateur, un ancien sécuritaire, il y avait des moments sur le Forestal où les hommes semblaient utiliser l'eau pour l'eau. Quand ils trouvaient un trou provoqué par l'explosion d'une bombe, ils versaient de l'eau dedans, peu importe pourquoi. En conséquence, le Forestal est pour des milliers de dollars de dégâts, en ce qui concerne son ordinateur de bord et d'autres équipements sophistiqués qui n'aient pas été directement touchés ni menacés par le feu. Vers le milieu de l'après-midi, des hélicoptères des porte-avions Oriskany et Bonhomme Richards posèrent sur le pont, apportant de liquide pilote pour refaire de la mousse ainsi que des fanzines. En outre, ils enlevèrent le surplus de blessés en direction de leurs propres infirmeries. L'incendie du pont a été maîtrisé l'après-midi même où il avait commencé. En dessous, par contre, il continua avec furie toute la nuit jusqu'au lendemain soir. Voici les enseignements que l'on peut tirer de la tragédie du Forestal.
Une solide formation pour lutter contre l'incendie est très importante, mais un réentraînement constant l'est aussi. Tous les hommes du bord auraient dû connaître les équipements de sécurité et leur usage. Certains hommes n'atteignent jamais leur poste. D'autres, qui n'étaient pas sûrs de connaître d'autres voies de sortie, furent bloqués en dessous et moururent. La plupart des hommes au contact du feu travaillaient dans l'anarchie. La chaîne de commandement aurait dû être reconstruite sur place après que les 2 premières équipes eurent été décimées. Trop de temps fut perdu à se battre avec des équipements tels que le Fenzi. Certains hommes, en fait, durent s'arrêter pour lire les instructions avant de pouvoir s'en servir. Seuls des hommes non entraînés pouvaient lancer de l'eau sur la couverture de mousse qui remplissait son office. Seuls des hommes non entraînés pouvaient prendre des bombes non explosées à la main ou les pousser du pied. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être apprises sur place ou après que le feu a commencé. C'est grâce au courage et au sang-froid des hommes d'équipage que le Forrestal fut sauvé. Nous ne saurons jamais combien d'hommes furent perdus parce que certaines choses furent mal faites. En tout, 134 hommes furent portés morts ou disparus. Les dommages du navire, non compris les avions et autres équipements aériens, ont été estimés à plus de 72 millions de dollars. L'incendie du Forrestal est une histoire d'héroïsme extraordinaire. Essais et erreurs sous des pressions incroyables et des morts tragiques, c'est une histoire que la marine ne voudrait jamais revivre. Alors, apprenez les techniques de lutte anti-incendie. Apprenez-les, réapprenez-les. Mais souvenez-vous, marins, il faut apprendre au brûler.